Quelques secondes. Hop. Et on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, je vous rappelle la manière dont on va procéder. Moi, pendant que je fais la présentation, je ne peux pas forcément voir toutes les interventions que vous faites via le chat. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas y répondre. Donc, ce que je vous propose, c'est d'attendre la fin de la présentation. Comme ça, je peux rebasculer sur l'écran et voir vos questions. Donc, j'y répondrai. Voilà. Le sujet du webinaire d'aujourd'hui est donc les hotspots et les différentes astuces pour avoir un réseau Wi-Fi qui soit à la fois sécurisé et contrôlé. Donc, on va effectivement, la présentation va être divisée en 4 parties. Tout d'abord, on va rappeler pourquoi il est important de mettre en place une solution hotspot et que celle-ci soit performante. Ensuite, voir comment est-ce qu'on va pouvoir, au sein du même réseau Wi-Fi, faire cohabiter deux populations qui ont des utilisations et des attentes différentes entre les utilisateurs du hotspot et les collaborateurs. Voir ensuite comment est-ce qu'on contrôle le Wi-Fi et comment, pour finir, on le sécurise. Alors, qu'est-ce qu'une solution hotspot pour commencer? Une solution hotspot, en règle générale, ça démarre par un endroit qui accueille du public. Donc, typiquement, on va prendre ici l'exemple d'un hôtel et qui va accueillir des clients. Sur ce lieu, pour pouvoir offrir une connexion, on va commencer par mettre en place des points d'accès Wi-Fi. Pour ça, il faudra au préalable avoir fait une étude des lieux. Je vous rappelle, pour ceux qui ont peut-être moins d'expérience dans le positionnement des bornes Wi-Fi, qu'on a la possibilité de vous accompagner via des prestations de services où on va vous faire des audits Wi-Fi sur plan. Ensuite, ces points d'accès Wi-Fi, on va les raccorder à un ou plusieurs switches, éventuellement PoE, pour pouvoir alimenter les bornes. Et bien évidemment, il va falloir associer tout ça à une passerelle réseau qui sera elle-même reliée à Internet, donc reliée au WAN. Et puis, une fois qu'on a mis toute cette infrastructure, le client va venir et le client va venir avec ses terminaux. Alors, c'est vrai qu'on a vu un véritable changement des habitudes des utilisateurs. Il y a quelques années, 5 ans en arrière, on était sur un client qui venait avec un terminal unique. Aujourd'hui, le client va venir au minimum avec un smartphone, voire avec une tablette et également un PC qu'il va avoir besoin de connecter en Wi-Fi. Et avec ces terminaux, il va utiliser une multitude de services. Bien évidemment, il va avoir accès à de la navigation web, mais il va également avoir accès à des services de téléphonie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'utilisateurs, de clients d'hôtels qui vont utiliser Skype ou WhatsApp pour communiquer. Ils vont pouvoir jouer, ils vont pouvoir regarder des films. On va donc devoir, pour stocker les différents usages qui sont faits d'Internet, ajouter une solution de stockage des logs. Ça, je vous rappelle que c'est essentiel. C'est la législation française qui l'impose. On y reviendra plus tard. En quoi est-ce qu'aujourd'hui, pour un hôtel ou un lieu accueillant du public, le Wi-Fi est-il si important? En quoi est-ce que le Wi-Fi va avoir un véritable impact sur le ressenti en termes de qualité de service pour le client d'un hôtel? Alors là, il y a des études qui sont faites, parce que ce sont des choses que les hôteliers suivent de très très près. Il faut savoir que pour les utilisateurs de type business, le premier critère de choix d'un hôtel, c'est le Wi-Fi à 49%. Loin devant le fait qu'on bénéficie d'un petit déjeuner gratuit, qu'on soit près des transports ou qu'on ait un espace de travail qui soit confortable. On va retrouver dans une moindre mesure, mais quand même de manière majoritaire, cette tendance pour tout ce qui est hôtellerie de loisirs, c'est-à-dire pour les vacanciers, où là, le Wi-Fi à 25% est le premier critère de choix, avec en deuxième le petit déjeuner gratuit, le parking gratuit et la piscine. Donc, on voit que quel que soit le type de clientèle auquel on s'adresse, le premier critère de choix d'un hôtel, c'est la possibilité d'avoir accès au Wi-Fi. Donc, il est donc primordial d'offrir à ses clients du Wi-Fi, mais il est primordial d'offrir à ses clients du Wi-Fi qui soit de qualité, parce qu'il n'y a rien de pire pour un client qu'une promesse qui n'est pas tenue, qu'un espoir déçu. Donc, un client
qui va choisir un hôtel parce qu'il voit qu'il va pouvoir bénéficier d'une bonne connexion, enfin d'une connexion Wi-Fi et qui va se rendre compte sur place, et ça nous est tous arrivé, que le Wi-Fi n'est pas opérationnel, qu'on ne peut pas l'utiliser, là, le retour de bâton est en règle générale très fort. Non seulement on ne va pas fidéliser le client, mais on va aussi générer une publicité négative. Donc, le réseau Wi-Fi, lorsqu'on l'installe dans un hôtel, il doit pouvoir permettre à tous les utilisateurs de pouvoir se connecter et de pouvoir connecter l'ensemble de ces terminaux, où qu'ils soient dans la chambre, qu'ils soient dans les parties communes. Et il doit permettre à chaque utilisateur d'avoir une bonne expérience, donc d'avoir un Wi-Fi qui lui permette d'utiliser les services, qu'on a vu tout à l'heure, qu'il a l'intention d'utiliser. Et donc, c'est là où la passerelle réseau entre en jeu. Parce que la passerelle réseau, elle va permettre de garantir un certain nombre de choses. Elle va d'abord permettre de garantir que les ressources sont correctement partagées entre tous les utilisateurs. On va avoir des utilisateurs qui vont avoir des besoins variables et extrêmement différents en termes de bande passante. S'il n'y a rien de pire, si on partage une borne Wi-Fi, de ne pas avoir assez de débit, parce que vous avez votre voisin qui a décidé de télécharger toutes les saisons de Game of Thrones en HD. Si par exemple on est un client de type business et qu'on veut envoyer son rapport d'activité sur le VPN. Donc déjà, c'est très important. Ensuite, il faut que l'ensemble des flux soient contrôlés et sécurisés. Et ensuite, il faut s'assurer que les utilisateurs qui vont accéder à Internet soient autorisés à le faire, c'est-à-dire de ne pas que l'investissement qui a été réalisé soit au bénéfice de voisins qui auraient vu effectivement qu'il y a un réseau Wi-Fi qui est disponible, ou des clients qui n'auraient pas payé lorsqu'on est dans le cadre d'un Wi-Fi payant. La connexion Internet, elle est aussi déterminante parce qu'on peut mettre en local le meilleur système possible. Si derrière, on n'a pas une bonne connexion Internet, on ne va pas pouvoir utiliser l'ensemble des services. Et pour être conforme à la loi, il faut que l'ensemble de l'activité qui va se faire sur Internet soit enregistrée. Alors, on s'est concentré ici sur la population utilisateur de hotspot, les clients de l'hôtel. Mais quand on installe un réseau Wi-Fi, on va utiliser ce réseau Wi-Fi pour la partie hotspot et aussi pour la partie interne. Ce qui est très important dans ces cas-là, c'est de gérer les quotas et la bande passante. On va pouvoir limiter la durée d'un compte à la quantité de données qui vont être chargées en upload et en download. On va aussi pouvoir mettre à disposition des utilisateurs du hotspot des comptes gratuits, mais à débit limité, pour les inciter à payer pour avoir un service premium où ils auront plus de débit. Et on va pouvoir prioriser les flux métiers des collaborateurs afin de prioriser l'activité. Que ça ne se fasse pas au détriment d'un Wi-Fi pro qui serait indispensable pour le bon fonctionnement de l'hôtel. Donc pour ça, il est impératif de différencier les populations d'utilisateurs pour pouvoir gérer les ressources qu'on va leur attribuer et optimiser la bande passante. Alors pour ce faire, on va par exemple avoir besoin de limiter l'accès aux imprimantes aux seuls collaborateurs. On va trouver des équipements sur le réseau qui vont ne pas être disponibles aux utilisateurs du hotspot. On va également interdire par exemple à des applications de type peer-to-peer aux utilisateurs du hotspot. Je vous rappelle qu'au-delà de la législation concernant les hotspots, vous avez aussi la législation Hadopi, qui, je vous le rappelle, oblige le propriétaire de la ligne Internet à sécuriser sa ligne de manière à ce que personne ne puisse l'utiliser à des fins qui ne respectent pas les droits d'auteur. Et en cas d'infraction à la législation sur les droits d'auteur, c'est le propriétaire de la ligne qui est responsable. Et puis, par exemple, on peut aussi décider qu'on va autoriser l'accès à Facebook uniquement pour les utilisateurs qui ont payé pour un accès premium. Donc, il faut avoir ça en tête au moment où on met en place le réseau Wi-Fi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gérer ces populations différentes sur une même installation? Alors, tout d'abord, il est évident qu'on va mettre en place une seule et même installation. Il est hors de question de dédoubler toute l'installation réseau pour des questions évidentes
d'économie. Mais en revanche, il va falloir mettre en place des solutions techniques pour partager les ressources. Donc, on va trouver pour les clients des connexions en Wi-Fi sur les différents terminaux qu'ils vont avoir. En interne, on va retrouver beaucoup de choses. On va avoir du Wi-Fi. Alors, de plus en plus, dans les hôtels, les femmes de chambre peuvent avoir des terminaux qui vont se connecter en Wi-Fi pour dire si elles ont fait ou non la chambre. Il va y avoir bien évidemment tout le système interne de réservation et de facturation de l'hôtel. Et puis également, on va pouvoir trouver par exemple des terminaux de paiement. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour distinguer les différents types d'utilisateurs sur les switches et les points d'accès? Alors, sur les points d'accès, c'est simple. Il suffit de définir deux SSID, donc deux réseaux, auxquels les clients vont pouvoir se connecter. On recommande, nous, de masquer le SSID interne aux utilisateurs qui ne sont pas répertoriés pour limiter les risques de piratage et pour éviter d'avoir, quand le client il se connecte, s'il doit se poser la question entre 4 ou 5 noms de réseau, ça va compliquer les choses. Ensuite, au niveau du switch, on va gérer ces deux SSID, donc ces deux populations d'utilisateurs, dans des VLAN différents, sur lesquels on va définir une herméticité. Et on va utiliser sur le point d'accès la fonctionnalité Layer 2 Isolation pour éviter que les différents utilisateurs qui sont connectés en même temps sur le réseau se voient et donc puissent interagir. On va pouvoir ensuite contrôler les personnes qui se connectent au hotspot. Alors, on a deux types de modes de connexion. Premier mode de connexion, on va rediriger les clients qui se connectent au SSID qui correspond au hotspot, donc qui sera le seul visible pour les terminaux qui sont inconnus, qui sont donc visiteurs. On va pouvoir les rediriger vers une page web sur laquelle on va trouver une charte d'utilisation. Sur cette charte d'utilisation, on va pouvoir leur expliquer ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. On va les encourager à respecter ces règles et ils vont remplir un certain nombre d'éléments qu'on pourra ensuite garder. Mais il suffit d'accepter et sans authentification, on accédera au réseau. Ou alors, on peut choisir de vraiment sélectionner les clients et de les rediriger vers un portail captif. Alors, le portail captif, on a la possibilité soit de l'utiliser en standard tel qu'il est disponible sur la passerelle, ou alors on peut le personnaliser. Soit vous pouvez le personnaliser vous-même, soit on a, nous, des solutions pour, pareil, une offre de service pour vous permettre d'avoir un portail personnalisé. Donc, sur ce portail captif, on va demander à l'utilisateur de rentrer son login, son mot de passe, et qui vont lui permettre d'avoir accès au réseau. Alors, comment est-ce qu'on transmet ces logins et ces mots de passe? On a plusieurs solutions. Soit on le fait via une interface web, soit on a la désormais célèbre imprimante de tickets. On va pouvoir en avoir une ou plusieurs sur le réseau local qui va donc donner des tickets qui sont sur papier thermique sur lequel on va donner un login et un mot de passe. On peut aussi proposer d'utiliser les logins et mots de passe des réseaux sociaux, donc Facebook par exemple ou Twitter, ou alors on peut envoyer ces identifiants via SMS sur le téléphone du client. Alors, toutes ces fonctionnalités, on a fait le choix chez XL de les regrouper au sein d'une seule et même... Alors, est-ce qu'il y a des problèmes de son? Je vais voir si les autres répondent. Ah, pas mal de coupures. C'est OK pour moi. Oui, alors apparemment, les avis sont partagés. OK. Bon. Je présente mes excuses à ceux qui ont des coupures. Je ne vois pas vraiment comment
Allô, allô, j'ai l'impression que là j'ai une coupure. Attendez, je vais juste vérifier. C'est bon, c'est revenu? Ok, bah je sais pas ce qui s'est passé. Donc on continue. Donc, euh, donc, un boîtier qui va rassembler toutes ces fonctions et on va pouvoir aller piocher dans la gamme le modèle qui correspond à ses besoins. Donc, c'est la gamme USG. Alors, pour la partie hotspot, on commencera à l'USG 110. Donc, on a effectivement l'USG 110, 210 qui va permettre d'avoir de 200 à 300 équipements simultanés, 310 de 500 à 800, 1100 de 800 à 1500, etc., etc. Alors attention, quand on parle d'équipement, on parle vraiment d'équipement. Donc c'est-à-dire que dans une chambre, il faudra partir du principe qu'on n'a pas forcément un seul équipement. On n'est pas sur des utilisateurs, on est sur des machines. Donc sur ces appareils, sur ces passerelles, vous allez pouvoir venir. Il n'y a plus le partage d'écran. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors je repartage mon écran. Hop, 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 voilà. Donc sur ces passerelles, vous allez pouvoir venir ajouter les licences qui vont vous permettre d'ajouter donc cette couche hotspot sur les différents équipements. Donc en fonction de la passerelle, vous avez la possibilité à chaque fois de partir soit sur une licence 1 an, ou alors sur une licence perpétuelle. Donc la licence 1 an, il faudra la renouveler. La licence perpétuelle, comme son nom l'indique, vous permet de débloquer la fonctionnalité de manière définitive. Alors, comment et pourquoi faut-il contrôler le réseau Wi-Fi? On va déjà trouver au sein d'un même hôtel des endroits où on va utiliser le Wi-Fi de manière très particulière. Donc, on va trouver par exemple du Wi-Fi dans les espaces communs, que ce soit la réception, que ce soit le restaurant, où là, on va avoir besoin de bornes haute densité. On va retrouver dans les couloirs des bornes classiques sur lesquelles on a une densité normale. Donc, on va pouvoir installer des bornes de type, par exemple, détecteur de fumée qui s'installe en toute discrétion dans l'hôtel. Et dans la chambre, pour assurer une couverture Wi-Fi qui soit optimale, vous avez dans la gamme XL donc une borne Hospitality plate qui va pouvoir s'intégrer dans les cloisons de chambre, qu'on va pouvoir mettre sous le bureau pour assurer un service de qualité sans dégrader l'environnement. Donc toutes ces bornes, vous allez pouvoir, via un contrôleur, les gérer de manière centralisée. Alors, à quoi sert un contrôleur? Au tout début du contrôleur, son principal avantage était lié à la centralisation donc, du paramétrage, c'est-à-dire qu'au lieu de se connecter borne après borne, on se connectait sur le contrôleur, et ça permettait surtout de pouvoir avoir des bornes qui s'écoutent les unes les autres de manière à ce que chacune vienne se positionner sur le bon canal de fréquence pour limiter les interférences. Ce qui déjà en soi était une grande avancée par rapport au point d'accès standalone. Mais on a ajouté au contrôle des fonctions de plus en plus avancées. Et aujourd'hui, un contrôleur Wi-Fi, c'est véritablement un chef d'orchestre qui va permettre de répartir de manière intelligente un grand nombre d'utilisateurs sur un grand nombre de bornes. On peut le faire via un certain nombre de fonctionnalités. La première, c'est ce qu'on appelle le load balancing, c'est-à-dire qu'on va pouvoir répartir intelligemment les clients sur un très grand nombre de bornes. Parce que aujourd'hui, notamment dans des hôtels où on va avoir une grosse proportion d'utilisateurs équipés de smartphones ou de tablettes qui, pour des raisons d'économie de batterie, ont des cartes radio qui sont assez peu puissantes, on est sur des maillages qui sont relativement serrés. Ce qui veut dire qu'un appareil va pouvoir être détecté par plusieurs points d'accès différents. Le load balancing, ça va permettre, au lieu de le faire s'associer avec la borne la plus proche, de le faire sur la borne qui va lui offrir la meilleure bande passante. De la même manière, on va pouvoir gérer le signal client, créer des règles
pour pouvoir permettre à un client qui se déplace dans l'hôtel, quand il passe de la réception au couloir à sa chambre, de pouvoir à chaque fois, de manière dynamique, être associé à la borne qui est la plus favorable pour lui. On va pouvoir aussi permettre aux bornes de repérer les clients qui sont capables d'utiliser la bande de fréquence des 5 GHz, qui est une bande de fréquence sur laquelle on trouve moins d'utilisateurs, de manière à répartir le trafic de manière équitable. On va aussi avoir la possibilité de mettre en place des solutions de sécurité, donc des clés WPA entreprise, par exemple. On peut le mettre en complément de la partie hotspot. On va également, donc ça j'en ai déjà parlé, isoler les clients qui sont connectés ensemble au même point d'accès, c'est l'isolation layer 2. C'est très important dans un hôtel, le contrôleur va repérer un point d'accès qui aurait une défaillance et va pendant le temps de la défaillance, pousser la puissance d'émission des bornes qui sont voisines de manière à ce qu'il n'y ait pas de coupure au niveau du réseau, de zones qui ne soient pendant un certain laps de temps pas couvertes, le temps que l'intégrateur puisse venir faire la réparation. C'est vrai que dans un hôtel où on va avoir des utilisateurs qui vont avoir besoin du Wi-Fi vraiment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est important d'avoir une solution pour qu'il y ait un service minimum le temps que vous interveniez. Alors, la gamme des points d'accès contrôlables chez XL, donc on en a parlé un petit peu quand je vous ai présenté les différents points d'accès qu'on pouvait trouver dans l'hôtel. Vous avez tout d'abord les bornes de type NWA 5120 qui sont les bornes qui ont un design détecteur de fumée. Ça, chez XL, c'est le meilleur rapport qualité-prix quand on est, donc, quand on l'a dit, dans des couloirs, dans des endroits classiques avec une densité classique. Ensuite, on a une borne qui est la WAC 6103DI, qui est une borne sur laquelle on va avoir un Wi-Fi plus stable parce qu'elle a 3x3 antennes contre 2x2 sur la gamme précédente. Et elle a un rayonnement optimisé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lui indiquer si elle est positionnée au mur ou au plafond et elle va adapter la manière dont elle rayonne. Donc, si vous avez des endroits où vous devez mettre le point d'accès au mur, il faudra privilégier cette borne au détecteur de fumée. Et ensuite, notre dernière famille, c'est la famille des WAC 65, qui sont des bornes haute densité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accueillir jusqu'à une centaine d'utilisateurs sur une borne double radio contre 20 à 30 sur une borne classique. Donc qui va pouvoir trouver sa place dans des salles de réunion, dans des lobbies, dans des salles de restaurant. Toutes nos bornes contrôlées ont comme particularité de pouvoir fonctionner en stand-alone si jamais, par exemple, votre client ne voit pas l'intérêt d'un contrôleur immédiatement, d'activer la fonctionnalité contrôleur. Vous pouvez lui proposer du stand-alone et le faire basculer sur du contrôlé dans un deuxième temps. Donc tous ces points d'accès peuvent être managés par les passerelles de sécurité ZXL. Donc, vous avez une capacité de contrôle qui est différente en fonction du type de passerelle, bien évidemment. Donc, sur les USG 4060, on va pouvoir manager de base 2 points d'accès et par ajout de licence, on peut monter jusqu'à 18. Sur ce qu'on appelle les séries Advanced, donc c'est-à-dire 110, 310, on a toujours 2 points d'accès inclus, on peut monter jusqu'à 34. Et sur les Extreme Series, donc les 1100 et 1900, on part de 2 jusqu'à 66 points d'accès. Donc, quand on a déjà 66 points d'accès, c'est qu'on est déjà sur un bel établissement. Donc et je vous rappelle que la couche contrôleur, donc, qui s'appelle APC chez nous, que vous retrouvez sur les USG, vous offre exactement les mêmes fonctionnalités que nos contrôleurs physiques. Donc, il n'y a pas d'avantage à partir sur un contrôleur de type NXC si vous avez déjà un USG. Alors, maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on mettait en place le hotspot et comment est-ce qu'on contrôlait les bornes, il nous reste à sécuriser le réseau. Ce qui est très important quand on parle de hotspot, parce que par définition, on va accueillir des clients dont on ne maîtrise pas la sécurité sur le poste.
On est sur des réseaux qui sont extrêmement sensibles aux attaques. Donc, il est primordial sur des hotspots de sécuriser en ajoutant des services UTM. Alors, les services UTM, ça comprend tout ce qui est antivirus. Donc, l'antivirus va identifier et bloquer les virus qui chercheraient à pénétrer sur le réseau. Ces antivirus qu'on installe sur les passerelles sont de toute façon complémentaires des éventuels antivirus que vous pouvez avoir sur les postes. Et là, j'allais dire, la question ne se pose pas parce que vous ne connaissez pas, vous avez aujourd'hui beaucoup d'équipements qui ne sont pas équipés d'antivirus. Également, tout ce qui est anti-spam. Donc, on va avoir blocage de tout ce qui est spam. Filtrage de contenu. Là, vous allez pouvoir bloquer certaines catégories de flux web, extrêmement important pour, par exemple, bloquer l'accès à des plateformes de téléchargement, et du filtrage applicatif également via l'IDP. Donc l'IDP qui va identifier et bloquer les intrusions, et puis également analyser et bloquer les catégories souhaitées via l'application Intelligence. Étant donné qu'on a dit que la connexion Wi-Fi était critique dans un hôtel, et que dans un hôtel, les clients, à 99,9%, ils souhaitent avoir accès au réseau extérieur, pas au réseau local, il est impératif que l'accès à Internet fonctionne en haute disponibilité. Donc, haute disponibilité, on va mettre en parallèle 2 passerelles qui vont être reliées au même modem. Et en fait, vous avez un lien qu'on appelle Heartbeat, qui vont de l'équipement actif à l'équipement passif. C'est totalement transparent pour les utilisateurs, mais ça va permettre à la fois de basculer la configuration vers la passerelle qui sera en passif, et ça va lui permettre de vérifier que la passerelle active, elle fonctionne toujours. À partir du moment où la passerelle passive ne reçoit plus d'informations de la passerelle active, elle sait que c'est à elle de rentrer en jeu, et ça se fait en transparence pour les utilisateurs, et l'ensemble des licences, des services et du paramétrage que vous avez activé sur la passerelle qui est en actif par défaut sera basculé sur la passerelle en haute disponibilité. Vous pouvez également sécuriser de bout en bout avec les solutions multi-WAN. On va, par exemple, pouvoir garantir le transit des flux TOIP via le multi-WAN. Donc, toutes les passerelles réseau proposent plusieurs interfaces WAN, et vous allez pouvoir soit les configurer en répartition de charge, par exemple dire que le téléphone, vous le mettez sur le WAN 1 et la data sur le WAN 2, ou alors en solution de secours entre le WAN 1 et le WAN 2, ce qui permettra d'avoir au pire une solution dégradée si vous avez un problème sur un des liens Internet. En règle générale, on recommande d'avoir 2 opérateurs différents, et vous pouvez même partir sur une solution LTE qui va vous permettre de vous affranchir complètement des difficultés, parce que si c'est par exemple un coup de tractopelle qui est donné sur la boucle locale, quel que soit l'opérateur, il y aura une rupture de faisceau, donc il y aura une rupture d'accès Internet. Le seul moyen d'être sécurisé à 100%, c'est d'avoir un lien en LTE. Donc là, encore une fois, Zixel vous propose de nombreuses solutions. La législation oblige l'hôtelier à conserver les logs de connexion pendant 1 an. Quels sont ces logs de connexion? Quelles sont les données qu'on doit obligatoirement conserver? C'est l'adresse MAC des équipements utilisateurs, les adresses IP des sites consultés, le protocole qui a été utilisé pour consulter ces sites, et le redatage des utilisations. Donc, l'ensemble de ces données, elles sont extraites en syslog, et on les envoie dans une solution de stockage. Alors, nous, ce qu'on recommande, c'est une solution de stockage de type NAS. On a d'ailleurs un NAS dédié qu'on appelle le NSA-log, qui permet de conserver ces informations. Après, si votre client a un autre NAS qui est installé sur son réseau, il n'y a pas de difficulté pour qu'il l'utilise. Donc, les passerelles, quelle que soit la taille de l'hôtel, qu'on soit du gîte, voire de l'Airbnb qui va accueillir 1, 2 utilisateurs de manière occasionnelle, jusqu'à un hôtel de chaîne
sur lequel on a, je ne sais pas, 300, 400 chambres, vous pourrez trouver chez XL la passerelle qui va correspondre à la taille de l'hôtel. Donc voilà, c'est gamme entre l'entrée, performance, advance et extrême. Donc qui existe en USG, sur lequel vous allez pouvoir mettre des briques UTM ou en Zywall sur notre gamme de passerelles VPN. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn, pour pouvoir suivre notre actualité en direct. Également sur SlideShare, vous retrouvez l'ensemble des présentations, et sur YouTube, l'ensemble des vidéos qui sont faites. Donc c'est aussi bien des vidéos, par exemple, de présentation de webinaires qu'on peut faire, voire et également des tutos qui sont faits par notre équipe du service technique. Alors, je vais quitter la présentation. Voilà. Alors, on va pouvoir passer à la partie questions. Alors, du coup, il y a eu beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, oui, il y a un replay. Je crois que c'est une question de Sébastien Pistole. Tous nos webinaires sont enregistrés et vous pouvez les retrouver dans notre espace revendeur pour les visionner. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette présentation? Alors, est-ce que les concentrateurs, question de Jérôme Sanchez, les concentrateurs vont-ils disparaître chez XL? Vous voulez parler des contrôleurs physiques? Non, on n'a pas vocation à les faire disparaître. On continue à avoir des clients qui déjà n'ont pas de solution de sécurité chez nous. L'objectif, c'était de pouvoir répondre à une remontée qui nous avait été faite par les revendeurs, notamment dans la partie hotspot, bien sûr, mais même en entreprise, de devoir installer 2 boîtiers. Voilà, c'était quelque chose que les clients avaient du mal à comprendre. Et puis, d'un point de vue économique, c'est plus intéressant de mettre une licence sur une passerelle. Mais les contrôleurs en tant que tels continueront à exister. Il n'y a pas du tout de sortie de tarif. Les firmware continuent à être mis à jour. On continue à apporter des améliorations. Après, effectivement, son intérêt, tout dépend. Si vous avez un USG 310, il n'y a pas d'intérêt à passer sur un contrôleur, parce que vous allez avoir exactement le même niveau de service que sur un NXEC. Donc, on vous offre ces 2 possibilités. Chez les clients qui ont effectivement une passerelle de sécurité, vous pouvez passer sur, vous utilisez uniquement la partie firmware, donc APC, couche contrôleur sur la passerelle. Pour vos clients qui n'ont pas d'USG, vous pouvez continuer à proposer du contrôleur. Alors, ok, par contre, la gestion de votre imprimante pour le portail captif, non, pas du tout. Vous pouvez utiliser l'imprimante sur... Ah oui, pardon, j'ai pas lu la question. Votre imprimante, la gestion de l'imprimante pour le portail captif peut se faire uniquement sur l'UAG pour le moment. Non, pas du tout. Vous êtes vraiment, quand sur l'USG, vous ajoutez des briques hotspot ou des briques contrôleur, vous avez exactement les mêmes fonctionnalités. Donc, vous pouvez tout à fait utiliser des imprimantes sur des hotspots gérés par des USG à partir du moment où vous avez fait l'acquisition de la licence. Le portail captif est toujours pas traduit en français sur les USG.
Oui, effectivement, à ma connaissance, ça fait partie des demandes qu'on a fait à Taïwan. Donc ça arrivera dans une prochaine release de firmware. Je peux pas vous dire quand, euh, mais, euh, mais le portail multilingue est dans les roadmaps. Alors, quelle licence permet la gestion de l'imprimante? C'est pas une licence particulière pour la gestion de l'imprimante, c'est juste la licence hotspot. Licence hotspot pour USG 310. Donc, soit un an, soit perpétuel. Alors, pour les logs, le NAS doit-il être présent sur le site? Non, pas du tout. Vous pouvez l'avoir sur un site distant, voire vous pouvez partager un NAS si votre client a plusieurs établissements. Vous pouvez partager un NAS. Les faire remonter directement dans le cloud, on n'a pas aujourd'hui de solution ZXL qui vous offre la possibilité de remplacer la solution NAS par une solution cloud. Après, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est des fichiers syslog et vous les envoyez où vous voulez. Il y a même des clients qui les envoient sur une boîte mail. Alors, c'est vraiment pas une solution euh, qui me semble très adaptée parce que ça génère un très grand nombre d'emails. Mais c'est vraiment, voilà, vous redirigez ces logs sur le support de votre choix. Alors, l'isolation niveau 2 permet de séparer le Wi-Fi du LAN. Vous expliquez que cela sépare les utilisateurs entre eux. Alors, non, l'isolation Layer 2, ce qu'elle permet, elle permet d'éviter à des clients qui sont connectés au même moment de se voir les uns les autres. Donc, elle ne les isole pas, mais ils ne peuvent pas se voir. Donc, ça leur évite d'interagir. Ça ne permet pas de séparer le Wi-Fi du LAN. C'est quelque chose qui est extrêmement important, notamment quand on est dans des utilisateurs de type hotspot, pour assurer la sécurité des utilisateurs. Le roaming est-il automatique? Alors, le roaming, oui, le roaming est automatique. Toujours. Qu'on soit d'ailleurs dans du Wi-Fi contrôlé ou non. Donc, le roaming, à partir du moment où on a défini le même nom de SSID et le même type de sécurité, un client qui est connecté à une borne numéro 1, s'il se déplace et qu'il y a une borne numéro 2, il sera accueilli par la borne numéro 2. Après, ce qui n'est pas automatique et ce qu'il va falloir gérer et qui est le rôle du contrôleur, quand je parlais du rôle de chef d'orchestre, il faut savoir que pour des questions, c'est lié au client. En fait, le client, donc ce que j'appelle client, c'est l'équipement Wi-Fi qui se connecte. Lui, il passe pas son temps à se demander s'il y a une autre borne qui pourrait l'accueillir dans de meilleures conditions. Donc le client, lui, à partir du moment où il est associé à une borne, il est content. Et puis il attend d'avoir vraiment atteint un niveau de qualité de connexion très très faible pour relancer son explorateur Wi-Fi et éventuellement se reconnecter à une autre borne. Donc c'est là où on va pouvoir définir sur la borne un niveau, un palier de qualité d'association et dire à la borne, quand tu vois que ton client, il est à tel temps de dBi, tu le désassocies. Donc là, c'est pas le client qui se désassocie, c'est la borne qui coupe la connexion. Et du coup, ça oblige le client à relancer son explorateur Wi-Fi et à éventuellement s'associer avec une autre borne qui lui serait plus favorable. Si vous ne faites pas ça, vous pouvez avoir le meilleur réseau Wi-Fi du monde. Votre client, il arrive à la réception, il s'associe à la borne de la réception, il monte dans sa chambre. S'il a un signal même très dégradé, même qui ne lui permet de rien faire, lui, il part du principe qu'il a une connexion, donc il ne fait plus rien. Donc oui, le roaming est automatique, mais pour avoir un roaming qui fonctionne bien, il faut forcer le comportement du client via le contrôleur. Alors ça, ce sont des choses qui sont liées au Wi-Fi. Et comment s'appelle cette fonction de déconnexion? Alors c'est un mot anglais qui est très difficile à dire, c'est le threshold, T-H-R-E
SHOLD. Vous définissez 2 niveaux. Vous définissez un premier niveau où le client, on le déconnecte, mais s'il veut se reconnecter, donc en gros, s'il n'a trouvé pas aucune autre borne qui soit meilleure, on le réassocie. Et on a même un niveau définitif où là, parce qu'il faut savoir que aussi un client qui a une qualité de connexion trop faible, il dégrade de manière drastique les conditions de connexion des autres clients. Donc, on peut le déconnecter définitivement. Moi, je vous encourage à vous inscrire à nos sessions de formation Wi-Fi. C'est vrai que le Wi-Fi, c'est malheureusement 20% de réseau et 80% de radio. Et la radio, la plupart du temps, c'est pas quelque chose dont on est issu. Et ça, c'est des choses qui sont expliquées par Stéphane Cosette, notre formateur, de manière extrêmement claire. Et souvent, en fait, il y a très peu de choses à faire, mais on peut changer complètement la qualité d'un réseau Wi-Fi en mettant les paramétrages adaptés. Ou sinon, vous avez la possibilité de passer sur la prestation de service. Et là, c'est nos techniciens qui réaliseront le paramétrage. Alors, une zone Wi-Fi est-elle soumise à la règle d'affichage comme pour la vidéosurveillance? Non, parce que la zone Wi-Fi, le client, il va se connecter au Wi-Fi de manière volontaire. Donc, il n'y a pas de raison. Là, les logs dans les USG sont de 200 lignes, c'est court pour analyser les troubles. Y a-t-il un moyen d'augmenter les logs? Alors pour ça, je vais vous rediriger vers notre service technique qui pourra vous répondre, parce que là, on est vraiment dans du debug. Donc, je vous encourage à contacter le support pour répondre à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les USG se pilotent avec Nebula. Alors, oui et non. Tout d'abord, il faut savoir que Nebula, pour utiliser Nebula, il faut forcément avoir des équipements dédiés Nebula. Donc les USG, comme par définition, ce sont des produits de la gamme classique de Zixel, on ne peut pas les piloter avec Nebula. En revanche, on a un équivalent passerelle sur Nebula, qui sont les références de type NSG. Donc là, on a aujourd'hui le NSG 100, on va rajouter le NSG 50. Voilà, donc vous pouvez vous reporter, on a fait un webinar que vous retrouverez dans les archives dédiées à la sécurité sur Nebula, où vous aurez la totalité du détail. Ne faut-il pas informer l'usager d'un réseau Wi-Fi si on active l'inspection SSL, puisqu'on peut... Ah, attendez. Ne faut-il pas informer l'usager d'un réseau Wi-Fi si on active l'inspection SSL, puisqu'on peut à ce moment-là l'USG pour faire l'inspection? Alors, je crois comprendre la question. Ça fait partie des choses, oui, qu'il faut préciser dans le portail. Soit, donc, quand je parlais sur le portail utilisateur où on va juste demander aux gens d'accepter, ça fait partie des choses qu'on va leur demander d'accepter. Ou alors, sur le portail captif, on a la possibilité de leur mettre ce type d'informations. Voilà, est-ce qu'il reste quelques questions? Enfin, quelques questions ou plus. L'UAG est-il amené à disparaître? Alors, la question se pose plus que pour le contrôleur, c'est évident. Aujourd'hui, en tout cas, l'UAG, notamment, on en a besoin pour les toutes petites structures. Aujourd'hui, il n'y a pas de sortie prévue. Mais effectivement, c'est vrai que avec les fonctionnalités, quand on regarde un UAG, un USG, on se rend compte, ne serait-ce que physiquement, qu'ils sont quand même plus que cousins, ils sont même frères. Voilà. Donc après, aujourd'hui, de toute façon, toutes les fonctionnalités qui sont développées pour les UAG et les USG sont les mêmes. Donc, s'ils sont amenés à disparaître, ce sera à moyen terme.
Si, bien sûr, il y a des évolutions qui sont développées, d'autant plus que la partie firmware est la même, comme on est sur des plateformes qui physiquement se ressemblent. Donc tout ce qui est développé sur les UAG est appliqué sur les licences hotspot USG et inversement. Donc non, le produit est toujours en phase active avec des évolutions de fonctionnalités comme on fait sur tous nos produits, pas uniquement sur du debug. Peut-on savoir avec précision qui, quand et où sur Internet avec l'USG? Alors, oui, j'avais compris. Qui fait quoi sur Internet? Dans le cadre d'un hotspot, c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas les utilisateurs. Donc, le problème, c'est que ce qui va remonter, c'est l'adresse MAC de la borne et pas l'adresse MAC de l'utilisateur. Donc, pour répondre à la question, on a de la visibilité, mais ça ne permettra pas de répondre à la législation antiterroriste. Bon bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter. Existe-t-il des formations non présentielles pour vos solutions? Non, la seule formation non présentielle est sur l'UAG 50, donc la solution pour les très petites structures. Sinon, il faut venir en formation. C'est de toute façon beaucoup plus bénéfique pour vous tous. Vous pouvez échanger avec le formateur, vous pouvez manipuler les produits. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de faire rentrer les formations XL dans vos budgets de formation. Donc, on est sur des formations en présentiel. Bah écoutez, je vais vous souhaiter à tous un bon appétit, vous remercier pour votre attention. Vous pouvez retrouver ce webinaire avec les archives sur l'espace revendeur et puis Charles Gesmar et moi-même sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ainsi que votre interlocuteur commercial dédié chez XL. Merci à tous et bonne journée, au revoir.